Aujourd'hui, la lutte contre le changement climatique est un enjeu capital pour l'industrie verrière, comme pour beaucoup d'industries. C'est clairement la première de nos priorités d'action. L'enjeu d'une transformation écologique ou énergétique, environnementale, aujourd'hui du point de vue mondial, c'est évidemment de limiter la hausse des températures, si possible près de 1,5 degré à fin de siècle, donc en 2100, voire 2 degrés à 2100. Mais le nouveau rapport du GIEC nous alerte, celui qui est paru fin mars, nous alerte sur la grande probabilité avec laquelle ce scénario à 1,5 deviendrait réalisable, à moins que des transformations d'ampleur soient entreprises avant 2030 pour y parvenir. Les enjeux actuellement portés autour de la transition écologique rapportés au climat, donc en termes de carbone, c'est le principe de neutralité carbone. Donc en fait, l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'à terme, on n'émette pas plus de carbone que ce que l'écosystème est capable d'absorber. Donc c'est quand même un enjeu très très significatif, parce qu'on ne parle pas simplement de réduction, mais vraiment de réduction suffisamment significative pour que finalement à la fin, on soit à l'équilibre avec ce que l'écosystème peut absorber. Les portes d'entrée pour aller vers le zéro carbone vont être de deux natures: le coût des différentes énergies et le coût du carbone résiduel que l'on continuera à émettre, même si le net zéro veut dire qu'il faudra qu'il existe des puits de carbone par ailleurs, et il est probable qu'on ne descende pas au zéro absolu, mais qu'on trouve d'autres moyens de compensation et de capture du carbone. Donc, les marchés de l'énergie à long terme sont des vraies questions, parce qu'en même temps, les entreprises doivent continuer à vivre, que tous ces marchés-là sont en train de bouger à toute vitesse et dans tous les sens. Mais le changement climatique, lui, ne va pas nous oublier, il va venir. Au niveau français, des émissions de gaz à effet de serre, d'équivalent CO2, l'industrie, c'est à peu près 20%. Donc c'est pas négligeable. Et je dirais que la caractéristique de l'industrie, c'est que surtout, c'est très concentré. C'est-à-dire qu'on sait que sur quelques dizaines, petites centaines d'entreprises, on a le plus gros des émissions. Donc on a des politiques d'accompagnement qui sont forcément différentes d'un secteur comme le transport, où chacun a sa voiture, voire plusieurs, le bâtiment, donc qui est beaucoup plus dans du diffus. Donc on a un acteur qui globalement est significatif et qui a des acteurs très significatifs à l'intérieur même de ce secteur. Et pour citer l'industrie du verre, c'est 3% de ces 20% qui sont représentés par l'industrie du verre. Le secteur verrier, au niveau des émissions de CO2, pèse 0,6% des émissions totales françaises, et nous pesons aussi 0,6% de la consommation d'énergie en France, c'est-à-dire de l'ordre de 12 TWh. Donc on est un secteur intensif en énergie, cela va sans dire, mais tout ça est à relativiser, mais ce qui nous oblige de toute façon à être très actifs. De plus en plus, les industries, et notamment verrières, intègrent le coût CO2, clairement, donc tant du côté énergie, qui a ses réglementations propres, et également du côté quota CO2. Donc dans en fait leur cahier des charges aussi, pour valoriser cet aspect lorsqu'ils le peuvent, et de plus en plus. Il y a la pression évidemment du client final qui veut acheter des produits plus durables. On est tous plus conscients de l'impact que peuvent avoir les produits qu'on achète. Donc ça tire le marché vers la décarbonation, au moins en Europe. C'est un sujet d'ailleurs peut-être très européen aujourd'hui. Mais il y a aussi une pression plus politique, ou au moins de l'administration, des autorités locales. Et puis je pense que d'une façon générale, les verriers et les industriels sont plus conscients aussi du sujet, et qu'ils se mettent une pression eux-mêmes interne à tous les niveaux. La direction des verriers avec qui on discute s'engage de façon ferme sur la façon de respecter les objectifs de l'accord de Paris d'ici 2050. Donc il fixe des objectifs très clairs, associés en général à des plans d'investissement aussi significatifs. Il y a un exercice qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, qui est en train d'être révisé, mais qui fixait ces objectifs justement pour arriver à la neutralité carbone, mais qui se structure avec l'ensemble des secteurs, que ce soit le transport, le bâtiment, l'industrie, l'agriculture. Et si on zoome sur l'industrie, la SNBC actuelle demandait un effort de moins 81% des émissions industrielles à l'horizon 2050. Donc tout le défi
de tous les acteurs économiques et les acteurs publics et privés dans les prochaines années sera de mettre une inflexion très très forte dans la courbe de décarbonation, la trajectoire actuellement observée, tout en préservant un niveau de vie acceptable, donc avec des augmentations des gains de productivité considérables, des gains en intensité carbone considérables et qui vont de pair avec des changements organisationnels et de production et de mix énergétique à une vitesse, à une intensité beaucoup plus forte que ce qui est observé aujourd'hui. Donc tout l'enjeu des industriels maintenant, c'est de se dire, voilà, c'est quoi ma stratégie d'investissement. On a aussi des investissements assez vieillissants en France, hein, donc il ne faut pas rater cette occasion. Je pense qu'on peut plus se permettre de réinvestir sans se poser la question du carbone. Le secteur verrier se caractérise par une grande diversité de produits, ce qui veut dire aussi que les outils de production sont aussi différents les uns des autres pour être capables de produire des produits différents. Donc on a par exemple des tailles de fours qui sont très différentes. Certains fours vont produire quelques tonnes par jour et d'autres vont produire plusieurs centaines de tonnes de verre par jour. Il y a une efficacité de fusion qui peut être variable. On va avoir des fusions à la flamme pour du cristallin, du sodo-calcique ou de la vitrocéramique, et des tailles de four pour une même quantité de verre qui peuvent être assez différentes les uns des autres. Ensuite, d'autres verres vont préférer la situation mixte, c'est le cas du borosilicate. On a cette diversité des outils de production qui est à prendre en compte, donc les solutions vont être aussi adaptées à chacun des secteurs. Donc il y aura une transition à marche forcée dans certains domaines, et là je pense plutôt aux petites capacités où justement le renouvellement des fours se fait peut-être plus facilement. En plus les technologies sont déjà éprouvées pour certaines dans ce secteur-là. Je parlais du four tout électrique, 100% électrique, qui est déjà une solution qui fonctionne pour beaucoup de verriers sur ce marché-là. Et petit à petit, ça va faire des petits chez les autres. L'hybride se développe à des capacités de plus en plus grandes. Peut-être même qu'un jour, on parlera d'hybridation forte du côté du verre plat. Mais ça se fera un peu plus tard. Il faudra d'abord que le sujet soit bien éprouvé, par exemple sur le verre bouteille, avant d'arriver au verre plat. Donc, je pense que ça peut aller très vite sur les petites capacités, comme le verre de spécialité. Le verre de bouteille, on en parle déjà beaucoup, et je pense qu'en Europe, on verra les effets avant 2030 de façon significative. Donc il faut envisager dans l'électrification, dans l'utilisation de l'hydrogène, dans l'utilisation d'autres sources de combustion, l'impact sur le verre en lui-même et ses propriétés, l'impact sur le fonctionnement global du four, en comment on transmet l'énergie, est-ce qu'on est efficace, plus efficace, moins efficace, et puis surtout l'impact sur la durée de vie de ce four-là. Les fours sont en réfractaire, évidemment, et donc par exemple la combustion d'hydrogène change des choses chimiquement dans le four, et donc il faut qu'on arrive à établir l'impact positif ou négatif de ces changements liés au changement du gaz qui est mis en œuvre dans la combustion. Ensuite, il y a une part économique, évidemment. Les énergies ont un coût, quelle qu'elle soit. Les dernières semaines et les derniers mois montrent des explosions importantes, sensibles, qui ont évidemment un impact pour les verriers. Le coût est une chose, mais la disponibilité de la source d'énergie devient de plus en plus prégnant. Et bien sûr, d'un point de vue évolution du mix énergétique, le but final, c'est de réduire notre impact sur le climat. Hein. Le but, c'est de pouvoir produire des produits durables, mais aussi de façon durable. Nos émissions proviennent de sources. Nous sommes à la fois consommateurs d'énergie fossile, principalement du gaz, et un tout petit peu de fuel. Et donc la consommation de cette énergie qui est nécessaire à la fusion du verre, à l'élaboration du verre, cette combustion d'énergie fossile va émettre du CO2 et ça représente environ 80% de nos émissions de CO2. Et on a 20% des émissions de CO2 qui sont liées à ce qu'on appelle les émissions de process, donc qui sont liées au phénomène de décarbonatation des matières premières qu'on utilise, en particulier les carbonates. Donc c'est inhérent au process verrier. Et donc là, on est sur une action qui consiste, pour limiter ces émissions de process, à utiliser de plus en plus de verre recyclé, puisque le verre recyclé a la capacité à la fois de nous faire consommer moins d'énergie,
et donc d'émettre moins de CO2 et aussi de moins décarbonater, puisque le verre recyclé est déjà, entre guillemets, un verre qui ne va pas subir de décarbonisation. Enfin, cette utilisation de verre recyclé dans le processus de fabrication du verre a été doublée aussi depuis 1990. Donc là, ça démontre quand même un effort d'optimiser les processus et d'améliorer le processus de production. Depuis 1990, on a une baisse des émissions de CO2 d'environ 30% sur le secteur du verre. Alors côté verrier, on voit que c'est un secteur qui est quand même très dynamique et qui a mis en œuvre clairement des actions de performance et qui se voient dans les chiffres, avec déjà l'amélioration du recyclage, notamment du calcin. Mais ils ont aussi eu une première action qui a été de changement de mix, qui s'est plutôt traduite par plus de consommation gaz, puisqu'ils ont sorti le fuel dans cette étape-là de leur four. Et pour s'orienter vers le gaz naturel, qui est une première étape très naturelle de décarbonation, clairement. Donc aujourd'hui, c'est la suite, vers quoi on va aller demain pour aller plus loin en termes de décarbonation. Mais le rythme de décroissance de l'industrie verrière en termes d'émissions de CO2, c'était de l'ordre de 1% par an. L'Europe a revu de manière très importante ses objectifs en termes d'émissions de CO2. Et donc depuis 2020, d'une part, nous avons fait auditer nos émissions par l'organisme CDP et on a fait valider nos objectifs par SBTi. Et c'est SBTi qui indique si nos objectifs sont en ligne avec la trajectoire de réchauffement maximal d'1,5 degré ou auparavant 2 degrés. Et donc, chez Verallia, nous avons décidé d'adopter les objectifs proposés ou recalculés par SBTi et qui soient compatibles avec cette trajectoire de réchauffement maximal d'1,5 degré. Et cette accélération de notre plan d'action, elle date de 2 ans et demi, 3 ans maximum. En 2010, on voit apparaître le premier objectif fixé de moins 25% sur le CO2 à l'horizon 2025 comparé à 2010. Cet objectif a été revu et d'une manière plus exigeante à l'occasion notamment de la COP21 qui a permis au groupe finalement d'être plus ambitieux, d'annoncer son souhait, en tout cas son engagement à être neutre carbone à l'horizon 2050, avec par ailleurs un objectif ou un jalon intermédiaire à l'horizon 2030. Donc ça fait finalement déjà depuis une bonne dizaine d'années que le groupe est engagé dans cette course. Qu'est-ce que l'on a réalisé ? On a travaillé dans 2 directions différentes. La préparation des matières, ce qui a permis d'avoir des efficiences de four qui sont supérieures à l'effort de préparation. Nous avons des perspectives long terme qui sont de travailler vers les fonctions électriques. On a déjà l'avantage d'avoir 60 ans d'expérience de fusion électrique d'opale et de cristal. Et le dernier travail qui est fait, il est fait dans toute l'entreprise, c'est-à-dire que après 50% entre l'énergie des fours et des canaux qui amènent le verre aux machines, 25% de CO2 relâché par les matières, il vous reste 25% de ce que je vais appeler le combat de rue. C'est-à-dire toutes les petites consommations, tous les travaux que l'on a à faire dès qu'il y a une flamme quelque part pour polir, pour recuire, pour travailler tel et tel élément de process. Il faut qu'on améliore ces usages. En fait, ça fait plus de 20 ans, presque 25 ans, que nous avons un four hybride qui consomme à peu près 50% d'électricité et 50% de gaz naturel en l'occurrence. Et donc le levier qui justifiait cette hybridation de notre four, c'est l'efficacité énergétique. C'est-à-dire qu'on visait à consommer le moins possible d'énergie et donc d'en prélever le moins possible dans l'environnement. Ça, c'est une première étape qui a été faite il y a plus de 20 ans et qui marche très bien depuis.
Et puis la deuxième étape qui a été faite il y a une quinzaine d'années maintenant, en 2005, c'est le passage de ce qu'on appelle une combustion air-gaz, c'est-à-dire de mélanger l'air avec du gaz, à une combustion oxygène-gaz. Et ça, le but, la cible, c'était de réduire nos émissions de NOx, c'est-à-dire de polluants atmosphériques. On a candidaté pour un site en France, dans le nord de la France, qui s'appelle Aniche. On a candidaté pour un projet de récupération de chaleur fatale du process afin de préchauffer les matières premières à l'entrée du four. Ce projet, il a été appelé BCP, c'est un acronyme qui veut dire Batch Collect Preheating. Et donc ça consiste à préchauffer les matières premières en amont, avant de les introduire dans le four, avec la chaleur qui est disponible sur les fumées qui sont évacuées par le four. Dans ce projet, on va préchauffer les matières à 200 degrés et cette augmentation de température du mélange à l'entrée du four permettra de limiter d'environ 10% la consommation du four. Alors qu'est-ce que représente 10% de consommation d'un four? C'est une installation qui a une puissance de l'ordre de 40 MW, ce qui veut dire qu'à l'année on consomme 350 000 MWh annuel. Ça représente à peu près la consommation d'une ville de 200 000 habitants, une consommation d'énergie. Et donc 10%, en termes d'équivalent économie de CO2, on parle de 7 000 tonnes de CO2 économisées. Le projet le plus important que nous ayons en cours, c'est la conversion du four qui produit du verre extra blanc à Cognac en four électrique. Le four actuel, c'est une technologie assez ancienne qui utilise une combustion de fioul et de gaz et qui consomme de l'ordre de 1400 kWh par tonne de verre fondu. Et le projet est de passer à un four complètement électrique, 100% électrique, qui a une efficacité bien supérieure de l'ordre de 900 kWh par tonne de verre. Et donc l'impact sur les émissions de CO2 de ce four sera réduit de l'ordre de 2/3. Alors c'est un changement de technologie qui malgré tout présente un peu de risque. La technologie de fusion électrique existe depuis fort longtemps, mais elle est utilisée aujourd'hui pour des fours de petite dimension et des verres spéciaux. Et en fusion électrique, la taille peut avoir des incidences sur la qualité. Donc on a pris ce pari chez Veralia. Le premier four devrait voir le jour en 2023, l'année prochaine, sur le site de Cognac, pour donc remplacer le four actuel qui est un four à combustion gaz et fioul. Malgré tout, pour limiter le risque, pour une capacité de production équivalente au four que l'on va convertir, mais il nous faudra construire 2 fours électriques qui auront chacun finalement à la fois le double de la capacité de production des plus gros fours électriques utilisés en verre d'emballage aujourd'hui, mais 2 fois plus petit en termes de capacité de production que le four qu'on va remplacer. Nous menons comme principales actions l'électrification de nos fours sur l'ensemble de nos sites. Nous avons également d'autres actions de type récupération de la chaleur fatale, utilisation plus importante d'hydrogène et également l'achat de pipinières, électricité pour nos dépenses d'électricité. Concernant l'électrification de nos fours, nous allons commencer dans notre usine de Mers-les-Bains, qui est le plus gros site du groupe Vert Essence, lors de la reconstruction d'un de nos fours en 2025. Nous n'avons pas encore complètement déterminé la technologie que nous allons utiliser, soit four hybride, soit four 100% électrique.
Un four borosilicate, l'inconvénient, c'est qu'on doit le reconstruire assez souvent à cause de la chimie du verre qui est produit. Et donc, en fait, on le reconstruit tous les 5 ans. Et en fait, on va transformer ça en opportunité en se disant, OK, on doit le reconstruire tous les 5 ans, c'est une opportunité de le faire évoluer. Et donc, justement, cet été, nous allons le reconstruire et on va encore le faire évoluer. Et donc, les 2 leviers d'évolution, c'est pousser l'électrification, c'est-à-dire aller encore un peu plus loin, aller à 60%. Et puis, à plus long terme, c'est changer la part de combustion, donc passer du gaz naturel à autre chose. Ce autre chose pouvant être de l'hydrogène, c'est l'objet d'un essai qu'on va réaliser juste avant le chantier cet été, ou éventuellement du biogaz. Ça dépendra de la disponibilité, des conditions économiques de l'un et de l'autre. L'usine de Orange a été lauréat du premier appel à projet de décarbonation de l'ADEME en octobre 2020. Et c'est un projet de décarbonation lié à l'introduction de calcin. Donc on va refaire la tour de composition d'Orange pour pouvoir passer à l'époque elle était à 40% de calcin, à 60, puis 70, puis 84%. Ça a un vrai impact. Ça a un impact en 3 temps. Le premier, c'est que le calcin permet de chauffer nos fours à 200 degrés de moins que s'il fallait faire entrer en fusion de la matière première vierge. Et donc, forcément, on a un impact énergétique important et puis émissions de CO2 associées importantes. Deuxièmement, la composition verrière est déjà à moitié assurée et donc on n'a pas besoin de rajouter du carbonate de soude. Le carbonate de soude, c'est une des matières très carbonées qu'on injecte dans la composition verrière si on n'a pas de calcin déjà existant et que donc on utilise du sable. Et troisièmement, comme on chauffe nos fours moins fort, eh bien, ils ont une durée de vie plus longue, parce que vous savez que les fours verriers, on doit les refaire régulièrement, parce que les réfractaires s'abîment. Et donc là, en fait, on peut prolonger la durée de vie de nos fours de plusieurs années, et c'est non négligeable. Quand on fait l'analyse de cycle de vie complet avec ces 3 éléments, on a un impact carbone très important. Un des leviers importants de décarbonisation de notre industrie, c'est l'utilisation d'un taux de verre recyclé de plus en plus important. Et finalement, le marché et les innovations marché sur la façade, sur le vitrage d'un bâtiment poussent également à un renouvellement du type de vitrage et à nous d'utiliser cette opportunité-là pour récupérer un maximum de verre de déconstruction et augmenter notre taux de verre recyclé dans nos process. Si on veut 0 impact en production, on ne fabrique pas d'isolant. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que l'isolation, la fabrication d'isolation, ce n'est pas en soi un problème. C'est une solution à la décarbonation du bâti. Nos produits permettent clairement aujourd'hui de rénover de façon optimale les bâtiments ou de construire les nouveaux bâtiments selon les nouvelles réglementations avec un impact du coup consommation énergétique et émissions de CO2 éventuellement associées qui est très réduit si on isole correctement le bâtiment. Donc nos produits font partie de la solution et pas du problème. Cette démarche de rénovation des bâtiments, elle est non seulement la bonne, mais en fait elle est clairement indispensable si on veut décarboner nos sociétés européennes. Quand on s'intéresse au parc immobilier, on ne peut pas s'intéresser qu'aux constructions neuves, parce que, en fait, l'essentiel de nos bâtiments sont des bâtiments anciens que l'on rénove au fur et à mesure des années, et tous ces bâtiments seront encore là dans 10, 20 ou 30 ans pour la plupart. Si on arrive à doubler le taux de rénovation des bâtiments, simplement le doubler, alors ça peut paraître énorme et c'est un vrai challenge, mais c'est ce que préconisent les autorités européennes, alors la demande en verre plat pourrait rapidement croître de 50 à 60%. Une récente étude a calculé que si tous les bâtiments en France étaient équipés de vitrages performants, alors c'est près d'un tiers d'économie d'énergie qui serait réalisée annuellement à l'horizon de 2030. En termes de CO2, ça voudrait quand même dire éviter de relâcher dans l'atmosphère
9,5 millions de tonnes de CO2 annuellement. Notre industrie doit évidemment travailler sur les émissions de CO2 générées par le processus de fabrication du verre. Ces émissions au niveau de la production, elles existent, mais elles sont en fait assez faibles comparées à toutes les émissions qui sont évitées grâce à l'usage du produit verrier. Pour donner un ordre d'idée, en seulement 1 an et demi en moyenne pour la France, 1 an à 1 an et demi, le vitrage performant va permettre d'économiser davantage de CO2 dans le bâtiment qu'il n'en a été émis pour sa production. Mais ces économies, elles vont se poursuivre sur 30, sur 40 ou 50 ans, tant que cette fenêtre reste sur ce bâtiment et n'est pas renouvelée. La flamme fossile, ça marche juste pas. Et donc il va falloir la quitter, qu'elle vienne de pétrole, de charbon, de gaz naturel, il va falloir apprendre à la quitter complètement. Qui signifie que pour atteindre les 46% de réduction en 2030 de nos émissions par rapport à 1990, eh bien il faut prendre des décisions aujourd'hui, faire des pilotes très rapidement et puis déployer aussi vite que possible en fonction du programme de réparation de nos fours. Avec des fours qu'on refait tous les 12 à 14 ans et avec 58 fours en exploitation dans le monde, vous comprenez bien que quand bien même on décide de changer de technologie aujourd'hui, en passant d'abord par un pilote, le temps de valider ces pilotes-là et ensuite déployer à l'ensemble de nos fours, il nous faut jusqu'à 2040, 2042 ou un peu plus pour avoir l'ensemble de notre parc de fours converti. Donc c'est un vrai enjeu chez nous d'être capable de profiter de chaque réparation de four pour faire progresser nos technologies. Alors, sur la trajectoire à venir, c'est un travail que nous avons en cours avec les autorités publiques en France. On travaille sur une feuille de route de décarbonation. Donc c'est un travail qui s'appuie sur 3 piliers, l'efficacité énergétique d'une part, le recours aux énergies décarbonées d'autre part, et puis l'utilisation plus importante de verre recyclé dans le cadre d'une économie circulaire vertueuse pour décarboner au mieux nos procédés. Et on regarde aussi bien évidemment d'autres solutions de décarbonation qui pourraient être par exemple la capture et le stockage du CO2, mais qui sont des solutions à plus long terme et qui manquent à ce jour encore de maturité. Notre feuille de route contient de très nombreux projets. Donc, parmi ces projets, il y a certains projets liés aux reconstructions de fours, donc sur lesquels on va effectivement bénéficier et prendre les opportunités des nouvelles technologies ou les nouvelles avancées. Et donc, ils vont faire un gap, effectivement, sur notre feuille de route. Et puis, il y a également l'introduction de nouvelles énergies, donc électricité, hydrogène, etc. Et il y a tout un tas de projets, on va dire, plus modestes qui, graduellement et continuellement, vont nous permettre d'améliorer nos émissions de CO2. Donc, on a encore des progrès à faire, c'est-à-dire que nos fours sont électriques, mais la partie fibrage et la partie étuve ne sont pas électriques, ils fonctionnent au gaz. Donc aujourd'hui, il y a des gros programmes de recherche, évidemment, en interne chez nous, qui sont lancés depuis des années maintenant, pour, dans un premier temps, réduire la consommation énergétique de ces deux procédés, et dans un second temps, de substituer le gaz employé aujourd'hui par d'autres énergies plus vertes. Aujourd'hui, toutes les options sont ouvertes. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que si toute l'industrie française abandonne le gaz et arrive à passer techniquement sur de l'électricité, il n'est pas sûr que notre approvisionnement électrique français tienne. Donc on a aussi tout un travail chez nous qui est fait sur l'effacement de la facture électrique, de façon à permettre le transfert des énergies, d'énergie carbonée à de l'énergie décarbonée. Ça peut être électrique, ça peut être de l'hydrogène, ça peut être du biogaz. Mais en tous les cas, tous ces travaux sont faits. Et puis on travaille aussi beaucoup sur la réduction de cette facture électrique, de façon à laisser de la place au reste. Nous, on regarde l'ensemble des solutions et effectivement, ce qui est beaucoup poussé par le ministère, c'est l'électrification.
Et sur les études qui ont été rendues par l'ADEME et aussi par l'Alliance Alice, il y a 2 études très fortes qui ont été faites là-dessus. On voit que finalement, le potentiel d'électrification reste relativement limité, finalement, autour de 20% de ce qui est consommé en gaz. Et donc, il y a une vraie pertinence, un vrai besoin en termes de gaz renouvelable. Et aujourd'hui, ces gaz renouvelables sont vraiment dans notamment le biométhane, une mise en place, une production qui est exponentielle. Donc on double pratiquement tous les ans la production. Aujourd'hui, il faut que l'énergie soit disponible, et l'énergie verte. Alors qu'on parle d'électricité verte ou d'hydrogène vert, ce sont des énergies qui aujourd'hui ne sont pas toujours disponibles partout. De ce point de vue d'ailleurs, l'hydrogène ne peut pas être considéré comme une solution viable à court terme, puisque l'hydrogène vert n'est pas disponible en quantité suffisante aujourd'hui pour les verriers. Il y a des recherches aujourd'hui, des tests, des essais industriels qui commencent à être réalisés. À un moment donné, on aura traité, évacué tous les risques inhérents à cette nouvelle technologie qui est la combustion d'hydrogène dans nos fours. On aura traité les aspects qualité sur le verre, sur le produit fini. On aura traité les éventuelles difficultés en termes de résistance de nos réfractaires de four. On aura potentiellement traité aussi les sujets de type quel est le bon design d'un four hydrogène comparé au design d'un four à gaz aujourd'hui. Une fois qu'on aura, on va dire, traité l'ensemble de ces items, on peut dire qu'à ce moment-là, on fera un saut quantique sur l'avancement en termes de décarbonation. C'est-à-dire on va vraiment franchir une marche. Je suis très confiant car l'engagement de l'industrie verrière est réel et très fort. Les décisions qui sont prises sont des décisions qui impactent des projets qui sont mis en œuvre très rapidement. Donc on n'est pas en train de travailler à horizon trop lointain, on est vraiment dans des choses concrètes qui se mettent en œuvre rapidement et progressivement. Et très clairement, la décarbonation est l'enjeu prioritaire de toutes les entreprises verrières. Et l'engagement de chacune d'entre elles est très réel et se démontre, je dirais, quasiment au quotidien par des engagements, par des annonces qui sont prises sur des projets tout à fait concrets.